Smart Bourse vous est présenté par MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien. Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, stabilisation, c'est le maître mot pour les marchés après la journée de sell-off hier qui a emporté la plupart des classes d'actifs, les marchés actions bien sûr, même si on note la résilience du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines qui avait été le premier indice à décrocher début septembre avec une baisse de 10% en 3 jours et qui a réussi à terminer à l'équilibre hier, voire légèrement positif pour le Nasdaq 100 à Wall Street. Stabilisation en ce moment sur les marchés actions en Europe. Le résumé complet de Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis je vous le disais, d'autres classes d'actifs n'ont pas été épargnées. Ainsi, on a vu des mouvements de baisse assez spectaculaires sur les matières premières, le pétrole entre autres, mais également les métaux précieux qui n'ont pas échappé à la vague de vente hier. Et puis sur les devises, l'euro qui a pris un coup sur la tête très clairement. Souvenez-vous, on était monté jusqu'à plus de 1,20 il y a 15 jours environ, déclenchant une vigilance particulière de la part de la Banque Centrale Européenne. Ce temps est désormais passé puisque l'euro-dollar est retombé autour de 1,17 aujourd'hui. Au sommaire également de cette édition, Jérôme Powell face au Congrès. Ce sera l'un des grands rendez-vous de la semaine et ça commence aujourd'hui pour le patron de la Réserve fédérale américaine qui va enchaîner les auditions au cours des prochains jours avec à ses côtés notamment le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. C'est un peu Wall Street versus Main Street. Le patron de la Fed aux États-Unis qui sera interrogé par les élus américains sur le soutien qu'il peut apporter à l'économie réelle. Ironie de l'histoire face à un Congrès qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nouveau stimulus budgétaire, une nécessité, rappellera évidemment Jérôme Powell devant les élus de la Chambre des représentants cet après-midi. Enfin, on reviendra une fois encore sur la thématique M&A, fusion-acquisition, qui est véritablement un marqueur de cette rentrée. Le cycle des fusions-acquisitions, on en parlera avec l'un de nos invités dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. C'est Arthur Jurus, chef économiste de la banque Landolt et compagnie, qui sera avec nous d'ici une dizaine de minutes. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est au quotidien sur Bismart en fil rouge avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance hésitante pour le CAC 40 à la mi-journée. L'indice parisien a passé la majorité de la journée dans le vert avec un léger passage sous ses niveaux d'hier avant de se reprendre. Il faut dire que si l'indice tente un rebond, les investisseurs restent marqués par les craintes sur le front de la Covid-19 dans un contexte de propagation toujours rapide de l'épidémie et de mesures sanitaires de plus en plus strictes. Des mesures qui font craindre aux investisseurs un ralentissement de l'économie à l'image de Londres où le maire Sadiq Khan a annoncé qu'un nouveau plan de restriction et de confinement était prêt et qu'il attendait l'aval de Boris Johnson pour le mettre en place dès que possible. Boris Johnson qui devrait lui-même annoncer de nouvelles mesures de confinement pour l'ensemble du Royaume-Uni, comme le fait de privilégier le télétravail au maximum. Les craintes économiques sont d'ailleurs accrues alors que les États-Unis n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un plan de relance. L'empressement de Donald Trump à vouloir nommer un successeur à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême fait craindre que cela vienne retarder encore l'accord au Sénat pour le plan de relance, puisque c'est aussi le Sénat qui doit valider cette nomination stratégique pour Donald Trump à un peu plus d'un mois des présidentielles. Du côté des banques centrales, alors que la BCE évalue son programme d'achat d'obligations face à la crise, le fameux PEP, Jérôme Powell doit lui s'exprimer cet après-midi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il devra notamment commenter la réponse apportée par la Fed à la crise sanitaire. Jérôme Powell qui a publié une déclaration préliminaire hier soir où il affirme que la Banque centrale américaine est déterminée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise.
Côté valeur à présent, un peu plus de la moitié des titres de l'indice parisien sont dans le vert, tandis que 18 peinent à se reprendre à la mi-journée. Parmi les valeurs en baisse, on retrouve les valeurs sur lesquelles pèsent toujours des craintes en lien avec la pandémie, comme Publicis, AXA ou encore Airbus, mais aussi Danone, Alstom ou Thales. Si on prend le cas d'Airbus, qui a d'ailleurs annoncé hier plancher sur 3 prototypes d'avions à hydrogène en espérant être le premier avionneur à en sortir un en état de voler d'ici à 2035, son président exécutif a annoncé ce matin qu'il ne pouvait garantir à ses salariés qu'il n'y aurait pas de licenciement sec face à la situation actuelle. Guillaume Faury a également fait le constat d'une situation qui continue à se dégrader avec des compagnies aériennes dans une situation toujours plus grave après les vacances que ce qui était attendu. Air France qui, comme Airbus, continue à chuter à la mi-journée. Suez annonce de son côté revoir à la hausse les objectifs de son plan stratégique. Le groupe vise à présent un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2021, puis de 17 milliards d'euros en 2022. Suez qui s'est par ailleurs engagé à verser au moins 1 milliard d'euros à ses actionnaires. Mediawan, de son côté, a obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence pour racheter Lagardère Studio. Mediawan qui a d'ailleurs fait état hier soir de résultats en baisse et qui prévoit une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur 2020. EDF, à l'inverse, rebondit grâce à Morgan Stanley qui relève son objectif de cours de 13 € à 16 € tout en maintenant sa recommandation à surpondérer. Et on finit avec le pétrole qui repasse juste au-dessus des 42 $ à la mi-journée. L'euro-dollar de son côté s'apprécie à 1,1750 $ pour 1 euro. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui est avec nous tout au long de la journée en fil rouge sur Bismart, dans Smart Bourse, édition de la mi-journée, édition du soir évidemment, pour vous apporter les informations clés de la séance de stabilisation positive pour les marchés actions en Europe. En attendant l'ouverture de Wall Street, les indices futurs américains n'envoient pas de signaux particulièrement clairs, même si on peut noter le Nasdaq futur qui est en hausse de plus de 1,5% avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Et puis l'euro-dollar, je vous le disais, qui a pris un petit coup sur la tête et qui se stabilise autour de 1,1750. Une semaine et une séquence encore très américaine. On en parle avec Bastien Dru qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Commentons peut-être l'événement du week-end, la disparition de la juge Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême américaine. C'est un événement qui devient un enjeu politique, évidemment, certainement, mais avec de possibles répercussions économiques également. Et c'est là où les investisseurs doivent s'y intéresser, Bastien. Oui, je pense que c'est vraiment un sujet central pour les prochaines séances et pour les prochaines semaines en fait des marchés. Le fait que les républicains aient annoncé vouloir déroger à la tradition républicaine, ça polarise encore plus la politique américaine qui était déjà extrêmement polarisée. Ça a plusieurs conséquences. Alors ça peut se retourner éventuellement contre les républicains aux élections sénatoriales, parce qu'en même temps que les élections présidentielles, le 3 novembre, il y a les élections sénatoriales. Il y a un certain nombre de sénateurs républicains qui sont en position difficile et qui pourraient perdre leur siège. Donc voilà, ça peut avoir des répercussions au niveau des élections. Au niveau des marchés, ça éloigne quand même la perspective d'une nouvelle phase de soutien budgétaire, parce que là, la polarisation est tellement forte que je pense que les négociations entre les républicains et les démocrates vont tout simplement s'arrêter. Je pense qu'on peut même s'interroger si ça pourrait pas mener à un nouveau shutdown, une nouvelle fermeture du gouvernement américain, parce qu'on sait que le financement du gouvernement il arrive à échéance à la fin du mois de septembre. Puis à plus long terme, on peut se poser des questions aussi sur une éventuelle vengeance des démocrates s'ils gagnaient les élections. Alors ils ont déjà annoncé plusieurs idées, comme le fait de faire de Washington DC ou de Porto Rico des nouveaux États, ce qui amènerait 4 nouveaux sénateurs. Bon, après, c'est des choses qui sont assez difficiles à faire. Dans les idées aussi, il y a ajouter de nouveaux juges à la Cour suprême.
Et donc c'est une manœuvre qui serait aussi assez difficile à mettre en place. Mais en tout cas, on peut s'attendre à ce que la polarisation de la vie politique américaine perdure, soit encore plus forte. Et pour les quelques jours et semaines qui arrivent, on a une politique américaine qui est encore plus imprévisible. Ouais, c'est ce que vous dites, Bastien, effectivement. Hein. Pendant qu'on bataille sur le terrain politique entre républicains et démocrates, c'est l'économie qui est à nouveau en jeu et mise en risque éventuellement sur le très court terme, sur le 4e trimestre. Est-ce qu'on est dans un schéma un peu de W potentiel pour l'économie américaine, avec un risque de rechute ou d'essoufflement marqué sur la fin d'année ? C'est un vrai risque, parce que là, il y a déjà eu une expiration des premières mesures budgétaires qui avaient été prises. Donc la plus symbolique, c'était le supplément d'allocation chômage de $600 par semaine qui arrive à expiration à la fin juillet. Donc là, rien que sur le mois d'août, les chômeurs ont perdu en agrégé 50 milliards de dollars de revenus. Donc c'est quand même assez important au niveau macroéconomique. Puis le fait que ça se prolonge dans le temps, ça précipite en fait la probabilité d'une rechute de l'économie américaine. Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas que les revenus du chômeur, il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de PME qui soient largement en difficulté. Je rappelle qu'il y a quand même 20% des PME américaines qui n'ont pas rouvert par rapport à ce qu'on pouvait voir début février. Et ces PME ont besoin de nouvelles aides de la part du Congrès, et ça n'arrive pas. Bon, et ça veut dire que donc cet après-midi, Jérôme Powell va être auditionné par les élus de la Chambre des représentants pour commencer, une série de plusieurs auditions qui vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Bastien, est-ce que les élus ont des reproches à faire à Jérôme Powell ? Que peut répondre Jérôme Powell aux élus ? Et puis surtout, j'imagine que si l'économie américaine est à nouveau en risque dans les prochains mois, la Fed n'aura pas d'autre choix que d'intervenir à nouveau, Fabien, avec quels instruments, quelle efficacité ? Alors, la Fed est déjà très largement intervenue cette année. Elle a acheté pour 2100 milliards de titres du Trésor déjà. Après, elle va continuer sur un rythme de 80 milliards par mois, donc c'est beaucoup. Elle a déjà annoncé qu'elle allait garder les taux à zéro pendant des années, mais elle ne peut pas faire grand-chose de plus. Là, ce qu'il faut faire actuellement au niveau de l'économie américaine, c'est éventuellement prolonger des assurances chômage un peu plus généreuses, c'est venir en aide aux PME qui sont en difficulté, qui sont sur le point de fermer. Et ça, la Fed ne peut rien faire à ça. C'est vraiment le Congrès qui peut intervenir. Donc c'était tout l'enjeu de cette nouvelle phase de soutien budgétaire. Et en fait, le Powell, il va se borner à appeler le Congrès à de nouvelles mesures. Il ne pourra pas faire grand-chose de plus. Bon, évidemment, après, si on se retrouve dans un scénario en W avec une économie qui rechute, il restera comme possibilité pour la Fed d'augmenter son quantitative easing, mais la Fed ne pourra pas faire grand-chose de plus, quoi. Elle pourra essayer éventuellement de stabiliser les spreads de crédit si les spreads se réécartaient, notamment sur le segment investment grade, mais la Fed ne pourra pas faire grand-chose de plus, notamment pour les chômeurs et les PME. Ouais. Gérer les conditions financières, voilà ce que peut faire la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. C'est pas elle qui prend les décisions budgétaires et fiscales dont les économies et l'économie américaine a besoin aujourd'hui. Tiens, à propos de stabilité financière, Bastien, comment vous regardez les derniers mouvements de marché, le sell-off d'hier notamment, qui a été assez global sur plusieurs classes d'actifs en tout cas. Les matières premières ont baissé aussi fortement, les devises ont été un peu chahutées, et puis les marchés actions. Alors je le disais en introduction, c'est intéressant de noter que le Nasdaq est l'indice qui s'en est le mieux sorti hier, alors que c'était l'indice qui avait été le premier à corriger il y a une quinzaine de jours maintenant. Oui, donc dans cette phase baissière, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que le Nasdaq avait vraiment beaucoup monté sur les dernières semaines, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a on peut penser que hier, le fait qu'il y ait cette nouvelle polarisation de la vie politique américaine, ça a pu aussi contribuer à cette baisse des marchés avec la perspective d'un soutien budgétaire qui diminue. Après, pour la surperformance du Nasdaq par rapport au S&P 500 et aux autres marchés actions, on peut aussi se dire que les rachats d'actions fonctionnent à plein, parce que on avait hier en cours de séance un Nasdaq qui baissait quand même assez fortement et qui est revenu ensuite dans le vert. Et en fin de séance, et c'est le moment où se mettent en place les rachats d'actions. Donc ça, c'est des phénomènes structurels et qui sont quand même pas prêts de s'arrêter, notamment avec
les quantités de cash dont disposent les géants de la tech. Alors après, pour ce mois-ci, il y a aussi un élément qui n'est pas forcément très souvent mentionné dans les facteurs de risque pour le Nasdaq en particulier. C'est le fait que le procureur général, donc William Barr, avait indiqué que le département de la justice allait engager des poursuites contre Google dès ce mois-ci. Donc là, la fin du mois approche. Et c'est aussi un des éléments qu'il faut suivre. Alors si je peux rajouter juste un dernier élément pour la séance d'hier, il y a aussi deux autres facteurs. Il y a le fait qu'il y a eu la publication des FinCEN Papers, ce qui fait que les financières et les bancaires ont été très pénalisés hier. Il y a des titres qui ont très fortement chuté. Et on peut penser que c'est quand même lié à ça. Puis après, il y a aussi tout ce qui est relatif à un éventuel reconfinement ou reconfinement partiel avec là des valeurs, on va dire, plus portées sur l'énergie, sur le transport ou sur les automobiles qui ont un peu plus souffert hier. Oui, mais je reviens sur votre point des rachats d'actions qui sont menés par les grands corporates américains, technologiques en l'occurrence si on parle du Nasdaq. Oui, enfin, on peut disserter autant qu'on veut sur la valorisation est-elle excessive, est-ce que c'est une bulle, est-ce que des entreprises qui ne gagnent pas d'argent peuvent valoir autant sur le marché américain. Il y a, vous le dites vous-même, des forces structurelles derrière, des facteurs techniques, des flux structurels qu'on est obligé de mettre dans l'équation, hein. Oui, tu vois. Les montants qui sont en jeu sont quand même des montants qui restent très importants. Alors c'est vrai qu'il y a moins de rachats d'actions cette année, mais quand on se concentre sur ce secteur-là en particulier, le ralentissement est tout relatif, quoi. Bon, le Nasdaq futur, au moment où on se parle, qui est en train d'essayer de grappiller quelques points après une séance un peu compliquée hier, mais qui a vu quand même cet indice Nasdaq terminer à l'équilibre après avoir été en forte baisse en cours de séance. Je voulais qu'on dise un mot de l'Europe pour finir avec vous, Bastien, parce que c'est vrai que dans les mouvements de marché, là, on regarde toujours un peu les spreads de crédit, bien sûr, le coût de financement des entreprises, mais également les spreads obligataires, le coût de financement des États. Et c'est vrai que quand ça chahute un peu, généralement, on regarde du côté de l'Italie. D'autant que l'Italie tenait de petites élections quand même le week-end dernier. Force est de constater que le marché n'intègre plus de risque politique italien. Alors là, on a des obligations du sud de l'Europe qui se portent vraiment très très bien. Et en particulier ce matin, on a l'écart entre le taux 10 ans italien et le taux 10 ans allemand, ce qu'on appelle le spread Italie-Allemagne, qui est passé en dessous de 140 points de base, ce qui n'était pas arrivé depuis février. Et on a même le taux 10 ans italien qui est donc là à 0,88%, donc 0,88% pour le taux 10 ans italien. On n'est qu'à quelques points de base du plus bas historique pour le taux 10 ans italien. Donc alors, évidemment, c'est lié au très très fort soutien de la Banque Centrale Européenne. Cette année, l'eurosystème devrait acheter plus de dette italienne que le déficit de l'Italie lui-même. Donc ça, c'est quand même à noter. Donc là aussi, en termes de facteurs techniques, c'est assez monstrueux. Et il y avait aussi, comme vous le disiez, les élections régionales en Italie. Donc il y avait aussi un référendum sur la réforme constitutionnelle pour abaisser le nombre de députés. Donc la réforme constitutionnelle pour abaisser le nombre de députés, ça a été approuvé avec plus de 70% des voix. Donc ça, c'est une victoire pour le parti des 5 étoiles. C'était la principale revendication du parti 5 étoiles. Et ensuite, pour les élections régionales, il y a le Parti démocrate qui a fait mieux que ce qu'indiquaient les sondages et qui a réussi à conserver des bastions, comme la Toscane ou comme les Pouilles. Et en fait, on a les deux partis de gouvernement qui ont quand même chacun des petites victoires et qui prolongent finalement la durée de vie du gouvernement italien. Parce qu'on sait qu'en Italie, la question récurrente, c'est la durée de vie du gouvernement. Et là, ça prolonge en fait la durée de vie de ce gouvernement. Et c'est notamment pour ça que le spread se contracte aujourd'hui et hier. Une fois n'est pas coutume, un peu de stabilité politique en Italie et le marché semble le reconnaître, au-delà évidemment de tous les achats qui sont menés par la Banque Centrale Européenne aujourd'hui sur ces marchés souverains en Europe et en zone euro. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management, la semaine américaine, vous l'aurez compris, avec les premières auditions et les premiers témoignages de Jérôme Powell et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor devant le Congrès. Ça commence cet après-midi à la Chambre des représentants. Suite demain, et puis jeudi, ce sera devant les élus du Sénat que Jérôme Powell et Steven Mnuchin auront l'occasion de s'exprimer à l'occasion de ces témoignages et de ces auditions semi-annuelles.
Quelques éléments sur le cycle des fusions-acquisitions. Oui, le M&A, Merger and Acquisition, c'est un des thèmes marquants de cette rentrée boursière, de cette rentrée financière. On en parle avec Arthur Jurus, qui est avec nous par téléphone également, chef économiste de Landolt et compagnie en Suisse. Bonjour et bienvenue Arthur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez travaillé sur ce cycle des affaires, ou ce cycle des fusions-acquisitions plus précisément, Arthur, et c'est vrai que plusieurs opérations marquantes, importantes, là, qui sont des marqueurs de cette rentrée. Est-ce que ce cycle des fusions-acquisitions a entamé une dynamique de normalisation? C'est ce que vous pensez, Arthur? Quels sont les éléments qu'on peut apporter? Oui, on a probablement entamé un cycle de normalisation qui a été un peu plus tardif parce qu'on a eu la crise en début d'année. On a des États qui ont été très proactifs, donc qui ont soutenu les entreprises, qui ont reporté certaines faillites, dont une grande partie devrait advenir seulement en fin d'année, et surtout ont été beaucoup plus prudents sur le contrôle des investissements étrangers. Donc il y a un contexte qui était un peu moins porteur, mais finalement ces opérations commencent à advenir en septembre. On a un mois de septembre en 2020 qui est plus dynamique que lors des 4 précédentes années. Et donc effectivement, on a des opérations d'ampleur assez significative. On a dans le secteur technologique, Nvidia qui a acheté ARM pour 40 milliards, Analog qui a acheté Maxim pour 21 milliards, et dans le secteur de la santé, Gilead qui a récemment fait l'acquisition d'Immunomedics. Voilà, donc on a d'un côté des fusions-acquisitions de grande ampleur qui commencent à apparaître de manière répétitive, et aussi des projets de co-entreprise dont la plus discutée était celle entre Oracle, Walmart et TikTok. Comment ce cycle des fusions-acquisitions se décompose-t-il, Arthur? Comme chaque cycle, il y a des étapes. Est-ce que ces étapes sont respectées? Qui est en premier, on va dire, dans ce cycle de fusion-acquisition? Quelles sont les étapes suivantes sur lesquelles on peut élaborer? Oui, alors ce qu'on a observé en début d'année, c'est une baisse des volumes de transactions d'environ 50%. Et donc par le passé, en fait, on a des événements similaires. On a 90, 91, on a la crise de 2000, 2001 et la crise de 2008, 2009. Et ce qu'on observe effectivement, ce sont des phases assez similaires dans cette normalisation, généralement qui se décomposent en 3 étapes. La première, ce sont des entreprises qui sont au bord de la faillite ou doivent céder une partie de leurs actifs pour survivre, qui vont donc animer ces opérations de fusion-acquisition. Ensuite, on a une seconde vague où on va essayer de compenser en fait le baisse du risque de transaction. Enfin, on va essayer du moins de le réduire, en renforçant les activités, notamment via des co-entreprises. Donc, on va essayer de renforcer l'existant. Et puis ensuite, il y a une troisième phase où là, on passe sur un aspect plus classique, entre guillemets, où les entreprises vont essayer de dégager la croissance externe, d'agrandir leur activité, d'élargir leur périmètre. Voilà. Et je pense que ce qui est spécifique pour 2020, c'est certes, on va suivre ces 3 phases, cette année et en 2021. En revanche, la particularité, c'est qu'il y a une divergence beaucoup plus forte entre les secteurs, c'est-à-dire qu'on aura des secteurs plus procycliques, plus exposés aux faillites, qui vont être ancrés dans la première vague de manière beaucoup plus longue, donc jusqu'en 2021 à minima. Et à côté, on a des secteurs plus défensifs, comme la santé, comme les valeurs technologiques, qui sont déjà sur la seconde vague, qui commencent déjà à créer ces co-entreprises et qui vont être beaucoup plus agressives au fur et à mesure que les mois vont s'écouler. J'aime bien, alors je reprends votre point sur l'interventionnisme politique, public dans certaines opérations, TikTok bien sûr aux États-Unis, il y a le dossier LVMH Tiffany, un peu plus proche de nous, enfin transatlantique là aussi, mais qui peut s'inscrire peut-être dans cet interventionnisme public. Si on se déplace sur le terrain de la technologie et de la concurrence entre la Chine et les États-Unis sur le plan de la technologie, Arthur, comment vous regardez les derniers événements? On a beaucoup dit que Donald Trump avait tué Huawei. Alors c'est sans doute vrai en partie, mais au moment où on se parle, on apprend qu'un groupe américain comme Intel, par exemple, est en train d'obtenir des licences américaines pour continuer de fournir des éléments et des pièces aux équipementiers chinois et à Huawei, par exemple. Et je crois que vous élaborez un scénario, alors qui est celui d'une tension, de friction séculaire sans doute entre la Chine et les États-Unis, mais avec l'idée au final que plutôt qu'une guerre ouverte, c'est une forme de coexistence pacifique qui nous attend d'une certaine manière. Et toutes les parties y auraient intérêt, Arthur.
Tout à fait. Notre analyse, finalement, c'est qu'on est toujours dans un contexte de stratégie juridico-économique américaine qui dure depuis des dizaines d'années et qui s'illustre aujourd'hui sur le secteur technologique en particulier. On a depuis 2 ans beaucoup discuté, parfois trop discuté, des tensions commerciales, notamment sur les biens, sur les services entre les États-Unis et la Chine. Et finalement, le principal risque était que ces négociations débouchent sur le secteur technologique, et on y est aujourd'hui. Et effectivement, ce qui peut être assez contre-intuitif, c'est que finalement, ce conflit aujourd'hui sur l'aspect technologique, il est lié non seulement à l'enjeu électoral au présidentiel de novembre, et d'autre part à des enjeux plus fondamentaux qui sont la pérennité, la profitabilité du secteur technologique. Sur le premier point, sur le cycle politique, simplement, si on fait un parallèle avec 2016, on avait beaucoup discuté du mur des immigrants avec le Mexique, et aujourd'hui, on discute du mur du numérique avec la Chine. Et donc finalement, la version évolue, mais pas la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va promettre quelque chose qui est potentiellement improbable, parce que c'est très compliqué finalement de délimiter le territoire du numérique aujourd'hui. Et donc on va, à contrario, essayer de pérenniser les duopoles actuellement en place dans le digital. Et effectivement, sur ce marché, les Européens sont beaucoup plus marginaux, et donc ça va se jouer entre les États-Unis et la Chine. Et donc finalement, ces tensions actuelles dans le secteur technologique, elles ont un objectif. C'est d'un côté, sur le côté américain, pérenniser les Google, les Amazon, les Alibaba, leur profitabilité, leur aspect défensif aussi pour les investisseurs, les Google, Amazon et Facebook. Et côté chinois, les Baidu, les Alibaba et les Tencent. Et donc finalement, ce découplage technologique, il a vraiment une vision qui est de pérenniser aujourd'hui la rente et les monopoles que certaines entreprises technologiques peuvent avoir, soit aux États-Unis, soit en Chine. Parce que finalement, ce qu'on ne se rend pas tellement compte, c'est que le secteur technologique est très concentré aux États-Unis, mais il est davantage sur le marché chinois. Et donc c'est plutôt une situation, pour conclure Arthur, qui renforce encore un peu plus peut-être le cas d'investissement dans la tech américaine et ou chinoise, plutôt qu'un élément qui viendrait l'affaiblir. Tout à fait. C'est une coexistence pacifique qui va continuer à long terme et qui va surtout renforcer finalement la qualité de ces valeurs technologiques et leur rente sur leur marché. Donc c'est effectivement plutôt positif. Merci beaucoup pour l'investisseur. Merci beaucoup Arthur Jurus, chef économiste de Landolt et compagnie, avec nous par téléphone depuis la Suisse. Voilà pour cette édition de la mi-journée. Smart Bourse en direct 2 fois par jour, vous le savez, sur Bismart. On se retrouve donc à 18h30 ce soir pour la grande édition. 18h30, 19h30, les marchés européens se stabilisent. Dans l'attente de l'ouverture de Wall Street, le Nasdaq devrait ouvrir en hausse tout à l'heure à 15h30. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.